va. On est parti pour le point actu hardware de ce vendredi 5 février, dernier point actu de la semaine et première semaine de février. Aujourd'hui, on va commencer avec un truc plutôt kiffant. Enfin moi j'adore. On va parler de radiotélescope et du coup de l'espace et tout. Du coup vous allez voir. Moi j'adore, je vous en ai fait un pavé, vous allez voir. Mais c'est parce que j'aime, donc je partage ma passion. Ensuite on aura un petit truc avec Lego. Lego qui régale, hein. Franchement Lego. À part le fait que ça soit peut-être cher. Si quand même c'est cher. Mais sinon ça régale, c'est quand même des super jeux. On fera un petit tour du côté de Xiaomi qui nous montre un téléphone prototype. Ça ressemble plus à une pub qu'autre chose, mais c'est assez joli. Ça a des défauts, ça reste assez joli. Bonsoir. On aura ensuite de la VR chez Apple. Pas pour tout de suite, que pour les riches. Par contre, en termes de techno, ça claque. Mais vraiment pas pour tout de suite et que pour les riches, ça c'est sûr. Petit point culture générale de la technologie avec Samsung qui nous parle de sa MRAM. Je ne connaissais pas, donc je me suis bien intéressé à l'article et on va essayer d'expliquer tout ça, même si c'est quand même de la technologie assez compliquée. On va essayer de faire simple. C'est intéressant, ça a ses limites, on verra ça. On continuera avec Google qui s'inspire de Apple. Ça va être assez marrant comme information. Par rapport à la publicité, vous savez, on avait parlé, Apple, la publicité ciblée, tout ça. Ils font des trucs. Google, pas exactement pareil, mais ils font des trucs. Enfin, en tout cas, ils y pensent. Délicat. On aura petite news sur Blizzard qui fait pas plaisir. Si vous êtes amateur de jeux Blizzard, vous en avez sûrement déjà entendu parler malheureusement. On aura deux petits boîtiers. Un boîtier micro ATX full RGB, mais plutôt intéressant tout de même. Et un boîtier, on en discutera. Voilà. Je veux rien vous dire pour l'instant, on en discutera. C'est un peu délicat. On en discutera. On aura une petite news sur le NUC 11. Vous savez, la petite maison qu'on avait vue ensemble. Voilà. Et bah, c'est pas pour nous. C'est dommage. On aura une petite partie carte graphique, mais vraiment toute petite. Aussi petite que la disponibilité. Et on finira par un écran clairement pas gaming, mais qui peut trouver ses clients encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Donc on finira par ça. On commence avec un truc qui me fait vraiment kiffer. C'est cette news sur un radiotélescope. Alors oui, dit comme ça, effectivement, c'est pas tant la folie, c'est un radiotélescope. Mais en vrai, le principe est vachement stylé, c'est un projet. La France va y participer, c'est cool. Ils auraient dû dès le début y participer, mais bon, maintenant ils le font, c'est bien. Alors, de quoi on parle ici? On parle quand même du plus grand radiotélescope jamais réalisé. On verra pour ces mots. Pour l'instant, on parle de bonnes nouvelles. Plus grand radiotélescope jamais réalisé. Déjà sur le papier, c'est sympa. Ça fait plaisir. On se dit plus c'est grand, plus on peut capter de trucs. Plus on peut capter de trucs, plus on peut avancer et apprendre dans le fonctionnement, l'histoire, tout ça. Du coup, ça s'appelle le SKA Observatory. Ce serait du coup le plus grand radiotélescope jamais construit. SKA pour Square Kilometer Array. Voilà. C'est... Non, pas d'image parce que c'est un projet.
c'est un projet, malheureusement, pour l'instant, il faut encore le faire. Du coup, de quoi il va être composé? Et parce que c'est pas un petit projet, hein. Franchement, ça va pas se faire tout. Enfin, il va falloir du temps, il va falloir des équipes, des gens. C'est vraiment un truc, mais énorme. J'avoue que en commençant comme vous, je me suis dit, vas-y, petite photo du truc, en haut d'une montagne et tout, comme d'hab. Non, 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 ce coup-ci, on n'est pas sur ce genre de radiotélescope. On est passé à l'étape suivante, clairement. On a, euh, on a deux réseaux d'antennes radio qui le composent, qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, déjà, plusieurs kilomètres. Il y a une partie en Australie pour les basses fréquences, une partie en Afrique du Sud pour les moyennes fréquences. Donc déjà, vous voyez bien que les deux parties sont éloignées, tout de même. Oui, il va capter des ondes, mais qui vont être restituées, enfin des ondes qui peuvent être restituées en images, ça dépend quelles ondes, ça dépend quoi. Parfois le reflet de certaines ondes nous permet de simuler des images. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'en étais? Alors ouais, du coup deux parties, Australie-Afrique du Sud, franchement... je sais pas comment ils choisissent leur endroit, hein, c'est sûrement mûrement réfléchi, mais c'est quand même pas la porte à côté. De toute façon, pas grand chose est la porte à côté de l'Australie, déjà, de base. Du coup, pourquoi ils le font? Ça aussi, c'est une bonne question. Ça a été décidé par des scientifiques de plusieurs pays dans le but d'étudier des questions scientifiques, mais des questions quasiment existentielles, comme la naissance de notre univers, les origines de la vie, ce genre de trucs, et aussi un peu tout ce qui s'est passé pendant le début. Pour ce faire, ils vont étudier des ondes, effectivement, les ondes notamment résiduelles du Big Bang, et donc faire des recherches sur plein de trucs que personnellement je ne comprends pas, bien sûr, parce que je n'ai pas les compétences, mais qui sont super intéressantes, comme l'énergie noire ou ce genre de trucs, les ondes gravitationnelles, le magnétisme cosmique, et même l'évolution des galaxies et la formation des étoiles. Donc des trucs vraiment incroyables, sur lesquels on ne sait pas grand chose, à vrai dire. On tâtonne encore beaucoup, bien sûr. En même temps, c'est des choses très complexes qui paraissent simples pour la nature, mais pour nous, c'est compliqué à comprendre. Donc apporter des réponses à ce genre de choses, ça peut avoir un intérêt, hein, clairement. On nous dit aussi, d'un point de vue un peu plus technique, que en termes de données, parce que toutes ces antennes vont recueillir des informations, ça va faire un flux de données équivalent à l'Internet mondial aujourd'hui, tout de même. Ce qui représente un problème en soi, parce que stocker ce genre de choses, c'est compliqué. Donc voilà, ils vont travailler, ils se donnent 8 ans pour réaliser, pour finaliser, parce qu'ils ont déjà un petit peu commencé, ils ont déjà fait 64 antennes sur 197, des antennes de 15 mètres de diamètre. Voilà. Et donc ça, c'est en Afrique du Sud. Et il leur reste encore à faire du coup la fin des antennes en Afrique du Sud, et d'aller faire la partie en Australie, où ils doivent mettre 130 000 petites antennes au cœur du désert. Donc c'est un projet gigantesque qui devrait nous permettre d'apprendre des choses. Ça va sûrement pas répondre à toutes nos questions, mais ça peut être que du plus
sur nos maigres connaissances de l'univers. On apprend aussi que du coup c'est un projet à 1,9 milliard d'euros, donc c'est bien, ils ont quand même des fonds, et la participation de nombreux pays. Bon, déjà l'Afrique du Sud et l'Australie, hein, il y a quand même des sites chez eux, vaut mieux qu'ils soient au courant et d'accord, mais aussi la Chine, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et du coup maintenant la France. Donc c'est bien qu'il y ait plusieurs pays aussi. C'est bien que ce soit un consortium international pour, euh, pour que tout le monde bénéficie de ces recherches. Le but, c'est pas non plus de faire des recherches pour que un seul groupe puisse en bénéficier. Le but, c'est quand même d'avoir des réponses et que tous les organismes de recherche, peu importe lesquels, puissent travailler dessus derrière. Et je trouve ça cool, je trouve ça bien. Et moi qui adore l'espace, forcément, je peux que être heureux de ce genre de nouvelles et de projets. C'est un truc énorme hein, quand même, faut se rendre compte de l'ampleur de la tâche. Mais l'avantage c'est que ils vont commencer à recueillir des données avant d'avoir installé toutes les antennes. Donc ça promet pourquoi pas des premiers résultats dans pas si longtemps que ça. Même si il va falloir attendre plusieurs années avant que le projet soit finalisé. C'est quand même un truc dans le long terme. Et on attend qu'on nous en reparle avec des découvertes. Ça me ferait très plaisir. On passe à la suite. Une bonne news aussi. Toutes vont pas être aussi sympas et aussi heureuses. On parle ici de Lego Ideas. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme internet de Lego où on peut proposer son propre petit montage Lego mis dans un univers machin. Et ensuite, s'il est assez upvoté par la communauté, Lego peut le réaliser en vrai. Enfin en faire une vraie boîte disponible dans votre supermarché ou votre magasin de jouets ou votre revendeur en ligne. Donc c'est un peu permettre à la communauté de créer ses propres Lego. Et j'en avais déjà entendu parler. Déjà je trouve ça incroyable comme idée. Et en fait c'est incroyable dans plein de sens. C'est un génie marketing parce que tu impliques ta communauté. C'est un génie créatif aussi parce que du coup ça permet de, pourquoi pas, à des moments où tes équipes de création ont des manques, de pallier à ça en allant chercher des bonnes, parce que franchement Lego c'est immense, la communauté Lego est immense et du coup j'imagine que le nombre de personnes qui proposent des idées est aussi immense. Après elles sont sûrement pas toutes qualitatives, réalisables et tout, mais ça donne quand même plein d'idées et plein même de bases de travail pour après leurs équipes de création. Donc genre tout le monde est gagnant et certains parfois ont la chance d'être sélectionnés pour être vraiment qu'on choisisse directement leur projet. Et ici c'est un projet Sonic basé sur un jeu Sonic. Voilà. Et en vrai, je trouve ça très stylé. Je sais pas si Lego a déjà fait des trucs Sonic, mais je trouve le montage très stylé. Et je trouve vraiment l'idée de cette plateforme bonne pour tout le monde. Vraiment une idée de génie. Que ce soit. Parce que vraiment, la communauté a l'air de beaucoup apprécier. Puis ça donne des petits challenges. Vous faites des trucs qu'ensuite vous mettez en ligne, machin, et des gens donnent leur avis dessus. Je trouve que c'est bon pour tout le monde. Et voilà. Donc vous pourrez acheter prochainement cette boîte Sonic dans votre supermarché. La chance. Moi j'aurais aimé avoir des Lego Sonic. Moi j'ai eu des Lego. Ça va. Mais l'idée est bonne, donc il faut le dire. Quand il y a des bonnes idées, il faut le dire. Quand il y a des mauvaises idées, il faut le dire aussi. Il faut être honnête. Et là,
là c'est bien. On continue avec quelque chose qui est un téléphone, mais sûrement pas achetable. On sait pas pour l'instant, c'est sorti un peu comme ça. Dans l'idée, ça a l'air sacrément stylé. Mais non, en vrai, dans l'idée, c'est quand même sacrément stylé. Vous avez un écran total, ou quasiment total, parce qu'en fait, ce qu'on voit pas très bien sur cette photo, c'est là où on triche un peu. On le voit un tout petit peu ici. Est-ce que je l'ai en plus grand? Je l'ai pas en plus grand. Ici, là, il y a un espèce de point noir. Et en fait, vous avez ça sur chaque coin. Ce qui fait que déjà, c'est un peu moins stylé. Et en plus, c'est pas vraiment disponible à la vente. C'est plus un peu sorti comme une pub. C'est voilà, smartphone conceptuel Xiaomi. Donc l'idée est pourquoi pas stylé. C'est un peu de la pub parce qu'en plus, dans quelques jours, ils vont sortir leur gamme phare qui est le Mi 11. Et du coup, ça sonne un peu plus comme une pub que comme un truc vraiment qui arrivera dans le futur. Mais sinon, l'objet est quand même vraiment stylé. Après, je doute énormément de la possibilité réelle aujourd'hui. Pas de le fabriquer, mais d'avoir un objet solide. Et vous voyez, vous avez sur les coins des espèces de pads en plastique noir. Et moi, ça me dérange. Là, on les voit. Sinon, l'effet est hyper stylé. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir un téléphone comme ça Je sais pas. Genre, que l'écran reste solide. Ça reste, ça reste joli. Mais ouais, moi aussi, j'aurais tellement peur de le faire tomber. Et qu'est-ce qui est utile à ça? Sûrement pas grand-chose, hein. Mais le design est ouf et l'effet visuel est ouf. Mais non, non, clairement, même en termes d'ergonomie, moi je sais que je tiens un peu mon téléphone en tenant. Bah moi du coup j'ai pas d'écran sur les bords, mais j'aurais peur d'appuyer dessus en le tenant quoi. Mais l'effet technologique et visuel est stylé. Après, j'ai peur que ça soit ultra fragile. J'y vois pas beaucoup d'intérêt à part que c'est joli. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Et honnêtement, je pense que c'est plus je pense que c'est plus un concept qu'ils ont transformé en pub pour teaser leur future gamme Mi 11. Mais j'ai trouvé que c'était joli. Et en fait, c'est joli, sauf le moment où tu te rends compte. Moi, je suis désolé, mais les pods, l'espèce de morceaux en plastique aux quatre coins, je peux pas. Je suis désolé, ça me bloque du coup, je trouve. Bah non, soit vous me mettez vraiment l'écran, soit vous me mettez pas des trucs noirs sur les coins. C'est bizarre. Faites pas ça. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, à mon avis, il sortira jamais, donc on verra. On continue avec de la VR pour les riches. Clairement, pour les riches, même on peut dire pour les professionnels, voire les professionnels riches. Parce que c'est un casque de chez Apple. Alors c'est du teasing plus fuite qu'autre chose. C'est pas pour tout de suite, hein, on ne parle pas du tout de cette année ni de l'année prochaine, voire peut-être pas 2023. Enfin, il y a du temps encore. Mais on nous en dit un peu plus sur quoi pourrait travailler Apple. Et on sait qu'il s'y intéresse un peu. Après, on ne sait pas exactement comment et tout. On nous parle ici de 2 écrans en 8K. Rien que ça. Pour faire tourner ces écrans, une puce plus performante que ce qu'ils font actuellement, mais toujours maison. Donc la puce M1 du moment. Il y aura 12 caméras pour intégrer de la réalité augmentée. Donc là, on voit quand même que peut-être plus pour les professionnels.
On aura aussi tout un tas de capteurs, du lidar, tout ça, tout ce qu'il faut pour tout spatialiser comme il faut. Donc, en vrai, ça ressemble un peu au casque VR ultime, casque VR et réalité augmentée ultime. Le prix, il est aussi ultime. On l'annonce à 3000 euros. Après, on nous dit direct, c'est Apple pour les pros. Donc, ça va pas coûter 500 euros. Hein. Déjà, Apple, ça va pas coûter 500 euros. Mais pour les pros, il n'y a rien en dessous de 1500. C'est pour les pros. Donc, c'est pas vraiment étonnant. Et c'est un vrai casque. On nous propose quand même une expérience assez ultime. Après, j'imagine qu'ils vous feront un petit bundle avec les AirPods Max en plus. Vous rajoutez un petit billet à 630 euros. Parce qu'on nous a pas parlé du son. Donc j'imagine que le son n'est pas intégré. Mais de la 8K avec un petit AirPod Max, vous êtes au Bahamas pour de vrai, peu importe où vous êtes en vrai. Ça peut être une solution. Après, à voir, c'est comme tout casque VR ou projet de réalité augmentée. Il faut voir les applications derrière. Mais en termes de matériel technique de base, on peut difficilement imaginer mieux pour l'instant. Clairement, moi j'ai du mal à imaginer mieux pour l'instant. Hein. Mettre plus que de la 8K, ça ne servirait à rien. Mettre plus que 12 caméras, je pense que ce serait aussi de l'overkill à un moment, faut arrêter. On a vraiment tous les capteurs qu'il faut qui mettent bien et tout. C'est pas pour maintenant. Au mieux 2023, mais clairement d'ici là, ça peut être 2030. Hein. Donc on sait que Apple y travaille. Comme a travaillé Google dessus avec ses Google Glasses. Et comme certains font des casques de VR à des prix plus ou moins chers. Je crois que les premiers prix sont autour de 350 euros, un truc comme ça, pour des vrais casques VR. Hein. Je parle pas du truc où on met notre téléphone, machin. Je parle du truc avec des écrans dédiés, machin. On met dans le contexte ce qu'il faut mettre dans le contexte. Donc un truc très cher, très haut de gamme de chez Apple, c'est pas ultra étonnant. À voir la compatibilité derrière parce que ça reste Apple et on sait qu'Apple a tendance à fermer les systèmes, à voir avec quoi ça marchera. Parce que pour l'instant, Apple n'a pas vraiment de produits, enfin de jeux de logiciels ou n'importe quoi à faire tourner en 3D. Donc s'ils veulent garder la main sur tout le système, il va falloir aussi produire du contenu. On verra bien d'ici là. Mais doucement, on a le temps. Et Apple en parlera officiellement le jour où ils auront un produit fini, quasiment sans bug, et prêt à être vendu dans les maximum un mois qui suivent l'annonce. Donc ça restera de la communication à la Apple. Vraiment, on entendra parler au dernier moment quand tout sera prêt et qu'il n'y aura plus aucun problème. C'est aussi ça un peu leur force à Apple. On peut leur faire plein de reproches, mais en termes de communication, ils sont très forts. Ils font très bien les choses et ils font très peu d'erreurs. Ils annoncent rarement des produits avant que le produit soit achevé et quasiment testé sans bug. Donc ils font très attention à ça et en vrai ils ont bien raison. Ça permet aussi aux fanboys d'Apple de se dire qu'ils peuvent acheter le matériel Day One sans craindre aucun problème et c'est quasiment tout le temps le cas. Dans le pire des cas, il y a quelques mises à jour derrière qui corrigent les rares problèmes, mais en général c'est quand même très très propre et la communication est vraiment un des gros atouts d'Apple. Donc on en entendra parler plus tard quand il sera prêt. On continue avec un gros truc. Alors là, je vais essayer de ne pas perdre tout le monde. C'est un peu compliqué. On va parler de mémoire RAM. La RAM qui est la Random Access Memory, la mémoire vive, la mémoire à court terme, en gros. Et on nous parle d'une nouvelle technologie. Aujourd'hui, sur la plupart des appareils, on a de la DRAM
Donc de la DDR3, de la DDR4, peut-être encore de la DDR2 sur certains trucs, même si j'en doute tout de même. Enfin, pas trop chez nous en tout cas. Enfin, pas sur les trucs actuels, ça c'est sûr. Heureusement, ça doit coûter une blinde maintenant à acheter. Ici, Samsung nous parle de sa MRAM, technologie différente. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette MRAM? Bah, c'est qu'elle est bien plus performante, déjà. Donc on nous dit au moins 100 fois plus performante, ce qui peut régaler. Pourquoi on n'utilise pas la MRAM du coup, si c'est vraiment plus performant? Parce que on a encore des limites. On a des limites notamment sur la taille de cette mémoire. On ne peut pas aller chercher des grosses tailles de mémoire. Du coup, actuellement, on commence à l'utiliser un peu, mais sur des petits objets connectés qui demandent des petites quantités de mémoire. J'en arrive au nom barbare et technique. Donc, la MRAM, qui est la Magneto Sensitive Random Access Memory. Et la DRAM, c'est la Dynamic Random Access Memory. Différence. J'ai pas retenu tout ça, je suis pas une machine non plus. Elle est non volatile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez arrêter de l'alimenter, elle gardera en mémoire les derniers trucs qu'elle a enregistrés. Et son état ne changera pas. Là où sur de la mémoire RAM actuelle, si vous éteignez votre ordinateur, elle se remet à zéro. Et quand vous le rallumez, elle réécrit des trucs dessus. Là, on nous dit elle va jusqu'à 1000 fois plus rapide, dans les meilleures conditions, tout ça, tout ça. On sait qu'on n'atteindra probablement jamais ça, mais ça a un potentiel de fou. Après, des trucs un peu plus compliqués, du genre, elle n'est pas obligée d'effacer les données préalablement stockées avant de pouvoir en héberger d'autres. Donc elle peut réécrire par-dessus, ça pose pas de problème. Et elle consomme très peu d'énergie et elle est théoriquement inusable. Ça c'est pareil, théoriquement, en réalité, truc inusable, on ne sait pas faire. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais c'est sur le papier, il y a toujours des... Le problème, comme je vous ai dit, c'est que actuellement, même si elle fait très très envie, et honnêtement, moi j'ai lu ça, j'ai dit pourquoi j'ai pas ça en barrette de RAM à la place de mes barrettes à moi, c'est qu'on est limité en termes de taille, et du coup on peut vraiment, on peut pas faire des grosses quantités d'un coup. Du coup il faudrait multiplier les modules et ça prendrait des tailles énormes dans nos PC, donc pour l'instant on ne peut pas, ce n'est pas intéressant malheureusement. Mais du coup, Samsung nous dit qu'ils y travaillent fort, que maintenant qu'ils ont présenté le truc et qu'ils ont commencé à l'intégrer dans les premiers petits appareils qui nécessitent des petites quantités de RAM, ils ont commencé à convaincre les premiers industriels qui sont leur cible. Hein. Ça va pas d'abord être nous, hein. Ça va d'abord être les industriels. De l'intérêt de la chose et de l'intérêt d'aller dedans et de travailler. Après, à voir si du coup on arrive à dépasser ces limitations en termes de taille, parce que si on n'arrive jamais à les dépasser, ça deviendra peut-être une norme sur des petits objets connectés, mais jamais pour de l'informatique grand public. On ne sait pas. Je ne suis pas assez calé scientifiquement pour vous dire, et je suis même pas sûr que Samsung soit capable non plus de vous dire si il y a possibilité ou non d'aller vers quelque chose de démocratisé partout, peu importe le support. Mais j'imagine qu'ils y croient, au moins, vu qu'ils travaillent dessus. Et c'est prometteur, en vrai, sur le papier, ça donne envie. Ensuite, on verra bien s'ils arrivent à travailler assez dessus, si les gens sont convaincus et si on voit ça débarquer chez nous. Mais sur le papier, j'imagine que comme moi, vous êtes chaud, quoi. Après, tout dépend du prix. Mais jusqu'à 1000 fois plus rapide, on prend. Hein. C'est sûr. On continue avec Google, qui fait un peu un move à la Apple,
parce que Apple on en a parlé, a mis en place un moyen pour ses utilisateurs de choisir de subir les publicités ciblées ou non. Donc Google a vu que ça avait bien marché auprès du public, même si ça n'a pas trop plu à Facebook. S'est dit qu'ils avaient peut-être fait un truc dans le genre. Ils ont commencé à y réfléchir, parce qu'ils se sont dit franchement, le public a aimé le move d'Apple, on va faire pareil, on va avoir une bonne petite pub. Toujours à la recherche, n'importe quelle grosse entreprise est à la recherche d'une bonne petite pub. Hein. Ensuite, ils se sont dit, c'est vrai que c'est pas mal comme idée, mais nous, on gagne quand même beaucoup d'argent grâce aux pubs. Et là, il y a eu un problème. Et oui, ça leur a traversé l'esprit aussi. Ils se sont dit, ouais, mais si on bloque trop les pubs, c'est quand même comme ça qu'on gagne notre argent. Du coup, ils sortent une semi-mesure. Ils sortent une semi-mesure, quoi. Ils font un truc où il va y avoir un peu moins. On sait pas trop comment. Surtout que, il faut aussi dire, je sais pas exactement comment c'est géré chez Apple, mais Apple valide chaque application disponible sur iOS. Valide chaque application disponible sur l'Apple Store. Google ne le fait pas. Si moi je veux mettre une application sur le Play Store, je peux. Du coup, ça reste déjà plus compliqué. Et en vrai, je sais pas trop ce qu'ils vont faire exactement. Et eux n'ont pas l'air trop sûrs non plus. Mais ils étaient en mode, oui, on va faire une annonce, on va travailler sur la publicité. Mais en fait, on peut pas faire comme Apple parce que nous, on gagne quand même pas mal d'argent avec la publicité. Donc on va faire un truc, mais on sait pas trop quoi encore. Mais il y aura plus de protection pour vos données. Yes, on est Google et on aime vos données. Voilà. Mais en vrai, moi je leur en veux pas de voler mes données. Parce que c'est le bail, c'est le contrat qu'on signe à partir du moment où on utilise leur service et tout. Donc il faut juste être au courant de ce qu'on fait, mais quand on accepte d'utiliser Google et ses services, on accepte qu'ils prennent nos données. Là-dessus c'est ok. Par contre faire ce genre d'annonce pour dire on va prendre des mesures, mais en vrai on peut pas vraiment parce qu'on gagne quand même pas mal d'argent avec la publicité. Donc voilà. Ça me faisait rire, je voulais vous en parler. On va pas passer plus de temps là-dessus, mais il fallait en parler. Ce genre de petites news un peu maladroites, enfin ce genre de communiqué un peu maladroit arrive régulièrement. À croire que certaines entreprises du numérique et du digital n'ont pas compris comment marchait la communication. C'est bizarre hein, parce que c'est quand même des grosses boîtes. Mais voilà, ça me fait rire donc je voulais en parler avec vous. On continue avec un truc qui est quand même moins drôle, surtout si vous aimez Overwatch et Diablo. Blizzard a annoncé qu'il n'y aurait pas d'Overwatch 2 et de Diablo 4 en 2021. C'est officiel et on n'a pas de date. Hein. On n'a pas de date, donc voilà. Moi je suis pas trop joueur, mais je sais que c'est plutôt attendu. Donc c'est un peu triste. On nous dit peut-être Overwatch 2 en 2022, mais rien n'est sûr. Ça fait partie des nombreux reports liés à la situation et le contexte international, mais en plus je pense que pour Overwatch notamment il faut Diablo, ça fait déjà longtemps qu'il est attendu, mais pour Overwatch, s'ils veulent ne pas perdre une partie de la communauté, il faut pas trop attendre, de peur que les gens oublient le jeu et ne décident de pas s'y remettre sur la nouvelle version. On verra bien, hein. Je leur souhaite pas du tout, hein. Je leur souhaite que leur jeu marche. Moi j'aime beaucoup les jeux compétitifs, j'aime regarder de la compétition et je trouve que plus il y a de compétition, plus ça se démocratisera et plus ce sera possible d'en faire aussi. Donc je suis toujours triste qu'un jeu compétitif se casse la gueule. Voilà. Pas pour dire que Overwatch s'est cassé la gueule, mais il a plus l'intérêt qu'il a eu quoi.
On continue avec des boîtiers. Petit boîtier, mais pas si petit que ça. On est seulement sur du micro ATX. Le Colink Citadel Glass SE. Micro ATX et beaucoup de RGB. Vous en avez sur les ventilos, sur la façade. On a aussi du verre. Toc toc toc. En vrai, je vais pas vous passer le test. C'est vraiment une tour classique, juste un peu rabotée en hauteur, quoi. Vraiment, vraiment du micro ATX. Tout ce qu'il y a de plus standard, vous pouvez tout mettre dedans. Et en vrai, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, après, faut aimer le RGB. Ça, c'est toujours, pour moi, il y a trop de RGB, mais ça, c'est les goûts et les couleurs, hein. On peut pas trop juger là-dessus. Sinon, la finition a l'air plutôt ok. Les pieds j'aime bien. Quand même, vous avez les 3 ventilateurs RGB d'inclus. Ça, c'est un plus, hein. Sans rire, c'est un plus. Moi, mon boîtier, j'ai choisi parce qu'il y avait toute la ventilation d'inclus. Donc, faut y penser. Faut y penser. Et du coup, 80 €. 80 €, c'est pas si cher. Surtout, vous avez la petite carte pour accorder plein de trucs en RGB et tout, d'intégrer au boîtier. Donc, en vrai, c'est plutôt intéressant comme modèle. Il faut aimer le RGB. Il aurait peut-être mérité une version un peu plus sobre aussi, mais un prix très attractif par contre, parce que 80 € avec les 3 ventilateurs de 120 mm RGB, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. Pour ces prix-là, c'est sympa. Et compatible avec à peu près tout, donc ça régale. Peut-être un peu trop de RGB à mon goût, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Deuxième boîtier, on va aller encore plus vite sur celui-là, vous allez voir. Il ressemble à ça. Voilà. Je vous laisse faire les blagues que vous voulez ou les références que vous voulez. C'est un projet participatif. Même si ça ressemble beaucoup à un Mac Pro. Ou à une râpe à fromage, suivant ce que vous aimez. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent le fromage à Apple. Du coup, voilà, hein, c'est compliqué quand même parce que c'est un projet participatif. Ça ressemble quand même vachement à ce qu'a déjà produit Apple. Attention à la lettre des avocats d'Apple, hein. Sinon, pourquoi pas, il est pas moche, hein, il est pas moche. Il est très stylisé, il a l'air très pratique avec ses poignets. Mais ça ressemble vachement à un Mac. Voilà. Donc, franchement, en général, les avocats Apple, ils sont pas lents à la détente, hein. En général, ça dégaine bien. Ils ont l'habitude, ils ont toujours des trucs. Bon, il a rien de spécial, hein, sinon c'est un boîtier ATX standard. Il est juste avec des matériaux très haut de gamme, tout en acier ou en alu. Par contre, je crois il est dit qu'il est aux alentours de 200 €, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc vraiment très design, quoi. On n'est pas sur de la fonctionnalité ou machin. Mais attention aux avocats d'Apple. Ça peut être compliqué. J'en dirai pas plus. Je ne veux pas avoir de procès. S'il vous plaît. J'ai pas d'argent. Me faites pas de procès. On continue avec le NUC 11, la maison. Vous vous souvenez de la boîte maison? On se posait la question pourquoi une maison? Celui-là, la maison. On nous dit que c'est pas pour nous. Voilà. Voilà la super news. On dit non, c'est que pour le marché asiatique parce que en fait c'est eux qui produisent les composants. Donc du coup c'est plus simple de les vendre là-bas. Et vu qu'on peut pas en produire énormément, ce sera que pour eux. Voilà. Dommage.
Surtout qu'il y avait cette petite idée qui est pour le coup plutôt sympa et innovante d'avoir un truc de charge à induction sur le boîtier. C'est pas bête. Parce que du coup on est sur... Voilà, c'est ça le boîtier. Hein. Du coup on est vraiment sur du mini PC. Petite surface pardon, de charge par induction sur le dessus. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc dommage. Dommage, c'est pas pour nous. De toute façon, souvent quand il y a des trucs bien, on les traite, on dit ouais c'est bien et tout. Et le lendemain ou le surlendemain, on a la news qui dit non mais en fait c'est pour le marché asiatique, laissez tomber. Yes. Moi j'adore ces news. Et on continue avec les cartes graphiques, vous allez voir, mais de la régalade à l'infini, les cartes graphiques en ce moment. Juste du bonheur en barre. Pas du tout, c'est faux. On nous parle ici d'une 3060 disponible, incroyable, mais c'est en Serbie et ça coûte 680 €. Let's go. Et ouais, non mais en plus on sait même pas d'où elle sort et tout, mais ouais, ils ont voilà, avec ces prix-là, dans ces devises-là que je ne connais pas. Euh, peut-être une erreur, peut-être une arnaque. Allez savoir, mais c'est clairement pas officiel. Si elles sortent chez nous à ce prix-là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Est-ce que je vais devoir arrêter les actus hardware parce que les cartes graphiques sont trop chères? Peut-être. La grève des actus hardware parce que les cartes graphiques sont trop chères? Peut-être. Mais non, 680 € pour une 3060. On le rappelle, annoncé à 335 € par Nvidia par contre. On verra. Elles sont calmes. On verra. Mais pas 680, déconnez pas. Faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Et on finit sur les cartes graphiques avec la disponibilité. Vous allez kiffer. Et non, c'est toujours pas vrai. On a toujours que dalle. On a des 710, des 1030, des 730. On a une R7 240. Voilà, on a rien qui peut faire tourner un vrai jeu. Même certains modèles de cartes graphiques qui galéreront si vous branchez plusieurs écrans à mon avis. Hein. Donc attention. Aïe aïe aïe. Et du coup c'est la crise. Hein. C'est la crise. En plus on a des tarifs vraiment très chers. Hein. On a des 10-30 à 90 et 105 €. Faut vraiment avoir un gros besoin de carte graphique. Hein. Là, pour mettre ce genre de prix pour ce genre de truc. Non, ne faites pas ça. Respectez-vous. Non, ça fait mal. Pas mieux avant mars. Et oui, pourtant on est que le 5 février. Bah simplement parce que, encore une fois, hein, les Asiatiques produisent. Et les Asiatiques fêtent le nouvel an pendant 2 semaines. Donc production pas à l'arrêt, hein, mais encore en baisse, sachant qu'elle était déjà pas du tout suffisante. Donc clairement ça ne s'améliorera pas avant début mars, c'est sûr et certain. Voilà. Donc si vous devez acheter des cartes graphiques, prenez votre mal en patience ou payez-la une blinde ou achetez-vous une 3090 qui sont parfois disponibles au prix de 2000 € en général. Voilà. Sinon, il n'y en a pas. On a fini avec le S-Word. Et on va parler d'un écran, un écran qui n'est clairement pas pour le gaming. Alors là, vraiment pas du tout. On est sur du 24 pouces, on est chez Philips, on est sur du Full HD, et ça ressemble à ça. Pas de...
on nous dit pas le rafraîchissement, mais n'allez pas imaginer du 144 ou plus, même peut-être pas du 75 Hz. Hein. On se contentera sûrement de 60. Du coup, pas pour le gaming. Et plutôt du matériel orienté télétravail ou vidéoconférence. Parce qu'on a une webcam intégrée. Quelque chose qui est un peu délicat chez nous, un peu plus présent, notamment en Asie. Mais nous, avoir des caméras intégrées aux écrans, c'est pas trop dans notre culture. Bon, ici, pour du télétravail, ça a quand même beaucoup de sens. À voir si vous êtes à l'aise avec ça, mais il y aura sûrement des entreprises qui verront un intérêt d'équiper leurs employés avec ça. Au moins, ça leur permettra d'être sûr qu'ils aient le matériel. Du coup, peut-être plus destiné à un monde professionnel. C'est compatible avec Windows Hello, qui est un moyen de s'authentifier sur Windows grâce à votre visage. Et aussi, je crois, d'activer des fonctionnalités soit vocales, soit par geste, je sais pas. Le petit scotch qui va bien sur la webcam, clairement c'est plus ça notre culture. C'est un prix plutôt cher. Moi c'est le seul truc sur lequel j'ai un peu tiqué parce qu'en vrai, qu'il y ait une webcam et tout, bah moi effectivement j'achèterais pas ça, mais ça a du sens, encore plus aujourd'hui, où le télétravail est encore plus présent que d'habitude. Mais ça coûte 419 € pour du 24 pouces Full HD. Qui n'est pas. Il est ok, il est assez sobre et tout, mais il est pas super beau. Il a l'air bien fini, mais sans plus. Donc 419 € c'est trop cher. Après, si c'est vraiment brandé comme du matériel destiné aux professionnels, à voir. À voir en vrai. Pas d'informations pour la prise de la webcam. Je sais pas trop comment il relie ça concrètement à l'ordinateur. J'avoue, je me suis pas posé la question. C'est une bonne question. Par contre, il y a un hub USB sur l'écran. Donc vraiment, c'est pour du pro. Hein. C'est pour du télétravail à la base. C'est un peu cher malheureusement. Mais encore une fois, si c'est destiné au monde professionnel, tu peux faire des prix plus élevés. C'est moins embêtant. Et voilà qui conclut notre point actu hardware, le dernier de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été une semaine avec des très bonnes news. J'ai vraiment... je me suis régalé à faire cette semaine d'actu. On a eu plein de choses plutôt très variées. J'ai fait un peu plus de trucs qui ne sont pas forcément du matériel hardware, mais j'ai kiffé. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. N'hésitez pas à me dire quand je dis des conneries. Hein. Ça peut m'arriver et ça m'arrivera sûrement. Donc n'hésitez pas à me reprendre quand c'est nécessaire. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié et que vous serez présent au prochain rendez-vous.